Paris, un matin gris d'automne. Sur le boulevard Saint-Germain, tous les journaux titraient en une «Le testament de Vanessa Paradis bouleverse la France». Nul ne s'attendait à ce que celle que l'on appelait la muse de la chanson et du cinéma français quitte la vie d'une manière aussi discrète, en laissant derrière elle un héritage colossal. Plus de 70 millions d'euros, un hôtel particulier à Montmartre, une villa à Saint-Tropez et des centaines d'œuvres d'art collectionnées durant 4 décennies. Mais ce qui bouleversa le pays, ce ne furent pas les chiffres, mais la manière dont elle choisit de les transmettre. Son testament ne désignait pas un seul héritier, mais répartissait ses biens d'une façon inattendue. La moitié pour ses 2 enfants, Lily Rose et Jack, et l'autre moitié pour «les amis qui m'ont aidé à garder la musique dans mon cœur». Ces mots, écrits à la main, nets et soignés, figuraient à côté d'une copie de sa première guitare acoustique, celle qu'elle utilisait lors de son tout premier concert en 1987. Les médias parlèrent d'un choc culturel, tandis que ses proches gardèrent le silence. Car ils savaient qu'aux yeux de Vanessa, la véritable richesse n'avait jamais résidé dans l'argent. Elle était faite de souvenirs, d'amour et de ces chansons qui avaient fait chanter le monde entier. Peut-on vivre toute une vie entre gloire et douleur, pour partir un jour en laissant derrière soi des larmes mêlées de gratitude et de nostalgie? Pour comprendre le sens de ce dernier geste, il faut revenir au commencement. Là où une petite fille de Saint-Maur-des-Fossés chanta pour la première fois, donnant naissance à une âme qui allait incarner celle de tout un pays. Vanessa Paradis naquit en 1972 à Saint-Maur-des-Fossés, une petite ville tranquille de la banlieue parisienne. Elle grandit dans une famille modeste. Un père ingénieur du son, une mère coiffeuse. Leur maison était toujours pleine de musique. Les voix de Serge Gainsbourg, Françoise Hardy ou Charles Aznavour flottaient dans l'air. Dans un coin, une vieille guitare achetée d'occasion par son père devint le cœur battant de son enfance. Très tôt, Vanessa révéla une voix singulière, claire, fragile et incroyablement expressive. À 6 ans, elle chantait sur le perron de la maison pendant que sa mère travaillait dans le salon de coiffure. On disait d'elle qu'elle ne chantait pas pour être écoutée, mais pour être comprise. Dans ses yeux gris-bleu brillait déjà une mélancolie douce, celle des âmes faites pour l'art. L'enfance fut pourtant rude. L'argent manquait souvent. Ses parents travaillaient beaucoup et la solitude devint sa compagne. C'est dans le silence qu'elle trouva refuge dans la musique. Chaque soir, elle écrivait des paroles sur un cahier d'écolière en écoutant la pluie tomber. Un rêve naissait, fragile, mais indestructible. À 8 ans, elle monta pour la première fois sur un plateau télé français. Le public sourit de son innocence, mais à cet instant, la lumière des projecteurs toucha une âme destinée à briller pour toujours. Elle ne savait pas encore que cette lumière, qui la sauverait, serait aussi celle qui finirait par la consumer. À 14 ans, Vanessa fit son entrée dans le monde de la musique. Joe le Taxi, écrit par Étienne Roda-Gil, sortit en 1987 et devint un phénomène mondial. Cette adolescente frêle, au regard trop grand et à la voix enfantine mais pleine de gravité, fascina la France. En quelques semaines, la chanson atteignit les sommets des classements dans 15 pays, propulsant Vanessa au rang de star internationale à 15 ans à peine. Mais cette gloire fulgurante eut un prix. Au lycée, on se moquait d'elle, on l'appelait «la fille du taxi», on l'évitait. À la maison, sa mère la consolait en silence. Son père lui posait une main rassurante sur l'épaule. Le monde la célébrait, mais elle apprenait à se taire. Les maisons de disques imposaient leur rythme, les tournées se succédaient. Chaque soir, la jeune fille de 16 ans chantait devant des foules immenses, puis regagnait des couloirs d'hôtels déserts. Dans son journal intime, elle écrivit « Je chante pour être aimée, mais plus je chante, plus je me sens seule ». En 1989, le réalisateur Jean-Claude Brissot l'a choisie pour Noces blanches. Le film révéla son talent dramatique et lui valut un César. Vanessa Paradis n'était plus une idole pour adolescents. Elle devenait une artiste, une femme. Pourtant, à chaque triomphe, elle perdait un peu de son innocence. La gloire lui donnait des ailes, mais aussi des chaînes invisibles. Les années 1990 furent celles de la consécration. Égérie de Chanel, muse de Karl Lagerfeld, Vanessa incarnait l'élégance à la française. Chaque apparition
déclenchait un déferlement de flash. Ses yeux lointains, son sourire discret, cette beauté intemporelle qui fascinait le monde. Mais derrière cette image parfaite se cachait une fatigue profonde. Les contrats l'enfermaient dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Les producteurs voulaient des tubes, elle rêvait de simplicité. « Je souris au monde, mais mon cœur ne connaît pas la paix », écrivit-elle dans une lettre à une amie. En 1998, elle rencontra Johnny Depp à Paris. Deux âmes déblessées qui se reconnaissent. Ensemble, ils s'enfuirent du tumulte vers une maison de bois au bord de l'océan. Là naquirent Lily Rose et Jack, les deux trésors de sa vie. Pendant des années, elle disparut presque des radars médiatiques pour vivre dans une bulle de tendresse. Mais la célébrité ne pardonne pas le silence. Les tabloïds s'acharnèrent, transformant leur amour en feuilleton. La lumière qui l'avait faite reine devint son fardeau. Peu à peu, son rire se fit rare, son regard plus grave, comme si elle avait compris que toute gloire réclame un sacrifice. À 30 ans, Vanessa Paradis possédait tout, la beauté, le talent, l'amour. Mais elle avait perdu ce que le monde ne pouvait lui rendre, la liberté d'être simplement elle-même. La rupture avec Johnny Depp en 2012 fut un tremblement de terre silencieux. Pas de scandale, pas de cris, juste une phrase « Nous avons 2 enfants et ils sont la plus belle chose de notre vie ». Derrière cette dignité, une douleur immense. Elle confia un jour à une amie qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une moitié d'elle-même. Non pas l'homme, mais la femme qu'elle était à ses côtés. Peu après, elle perdit aussi son père, celui qui lui avait transmis le goût du son et du silence. Elle se retira dans une maison près de la Loire, loin des projecteurs. Là, chaque matin, elle jouait quelques accords sur sa vieille guitare d'enfance, celle que son père lui avait donnée. La musique devint sa prière. Les rumeurs allèrent bon train, dépression, maladie, solitude. Mais Vanessa ne répondit jamais. Elle avait trouvé une paix fragile dans l'ombre. Et c'est dans ce silence que naquit son véritable héritage. Celui d'une femme qui, après avoir tout connu, choisit de vivre pour ce qui ne se voit pas, la sincérité. Quand son testament fut dévoilé, la France fut émue aux larmes. La fortune dépassait 70 millions d'euros. Propriété, droits d'auteur, œuvres d'art, contrats à vie avec Chanel. Mais plus bouleversant encore fut ce qu'elle décida d'en faire. À ses enfants, elle laissa la moitié de ses biens, accompagnée d'une phrase « Gardez ce qui vous rend heureux, pas ce qui rend les autres jaloux ». L'autre moitié fut dédiée à une fondation, Les Chants Silencieux, destinée à soutenir les enfants musiciens issus de milieux modestes. Dans une petite boîte en bois retrouvée dans sa maison, on découvrit sa guitare, son premier billet de concert et une lettre à sa fille « Quand tu toucheras ces cordes, souviens-toi. La musique n'est pas faite pour être entendue, mais pour être ressentie. » Lily Rose pleura en lisant ces mots. Jack, silencieux, reposa la guitare à sa place. Car ils comprirent que leur mère n'avait pas seulement légué un patrimoine, mais une façon d'aimer. Vanessa avait souvent dit « L'argent rend célèbre, mais la gentillesse rend éternelle. » Et c'est bien pour cela qu'à l'annonce du testament, personne ne parla de chiffres, mais de grâce. Après sa disparition, les chansons de Vanessa résonnèrent à nouveau dans toute la France. Dans les cafés, sur les ondes, sa voix remplissait l'air d'une douce nostalgie. Joe le taxi, Be My Baby, il y a... Chaque mélodie semblait contenir une part de vérité intime. Les critiques la surnommèrent « la voix de la simplicité ». Pas d'artifice, pas de démonstration, juste une sincérité désarmante. Des générations d'artistes féminines se dirent inspirées par elle, par cette liberté d'être soi-même sans crier plus fort que les autres. Au Musée d'art moderne de Paris, une vitrine lui est désormais consacrée. Sa guitare d'enfance, l'affiche de son premier concert, une photo d'elle seule sur scène, levant les yeux vers la lumière. En dessous, une inscription. Elle chantait la vérité. Elle disait souvent « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi pour mon visage, mais pour les émotions que j'ai offertes. » Et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, chaque fois que sa voix s'élève, on a l'impression d'entendre battre le cœur du monde. Au crépuscule, Paris s'illumine doucement. À l'Olympia, là où tout avait commencé, on projette ces images sur l'écran géant. Vanessa chante, jeune,
les cheveux fous, la guitare sur les genoux. Il y a dans la vie des moments qu'on n'oublie pas. Dans la vie, il y a des instants qu'on n'oublie jamais. Sur le parvis, les fans déposent des fleurs et des messages. Merci pour la musique, merci pour la douceur. Lily Rose, d'une écriture fine, laisse un mot unique. J'ai compris pourquoi maman a choisi la musique plutôt que le silence. Si son histoire t'a touché, laisse une pensée, un mot, une note. Chaque geste est une bougie allumée pour celle qui a prouvé qu'une voix douce peut traverser le temps. Ce soir encore, au détour d'une rue parisienne, quelqu'un fredonne son nom. Et ce murmure, comme une caresse, ne s'éteindra jamais.